Bonjour à tous. Il n'y a pas un jour où nous ne parlons pas d'intelligence artificielle, d'assistant vocal, d'assistant personnel. Pour beaucoup, il s'agit d'une tendance, du mode qui va tendre à disparaître. Pour d'autres, un peu plus positifs, il s'agit de concepts numériques qui sont liés les uns aux autres. Et pourquoi? Pour servir le dessin, au final, que nous avions prévu pour l'ordinateur. L'ordinateur, au final, pour nous, ce que nous voulions créer à l'origine, ce n'est pas un simple outil, un simple artefact, une machine comme une autre, mais plus que ça. Pour certaines personnes qui sont à l'origine justement de l'informatique et de l'ordinateur, l'objectif était d'organiser et de créer avec l'ordinateur un être qui nous ressemblait, un être proche de nous. Bref, quelque chose qui nous ressemblait. On va s'arrêter un instant sur la page Wikipédia de la définition de l'ordinateur et plus particulièrement sur cette phrase, parce qu'elle m'intéresse. Parmi toutes les machines inventées par l'homme, l'ordinateur est celle qui se rapproche le plus du concept anthropologique suivant. Organe d'entrée, comme nos sens, organe de traitement de l'information, comme notre cerveau, et organe de sortie, comme notre voix, comme nos gestes. Revenons un instant aux origines de la création de l'ordinateur. Dans un premier temps, nous avons toujours voulu jouer à Dieu. Créer un être proche de nous, créer un être qui nous ressemble, c'est avoir le pouvoir sur lui. Donc créer quelque chose pour avoir le pouvoir sur lui. Mais aussi, surtout, en créant un être proche de nous qui nous ressemble, c'est de pouvoir dépasser nos limites. Parce que nous sommes une machine magnifiquement bien réalisée par la nature. Mais elle est limitée. Elle est limitée pour nos ambitions. Nous avons besoin de traiter l'information, beaucoup plus d'informations, de manière beaucoup plus rapide et en gros nombre. Et l'ordinateur pallie à ça. L'ordinateur a fait une sorte d'évolution naturelle. Bizarre de dire ça pour une machine. Mais quand on va s'y intéresser un instant, on se rend compte que le rapprochement entre l'homme et la machine de manière matérielle et physique est assez logique. Au début, l'ordinateur avait plutôt la taille d'une maison, d'une grande pièce, au mieux d'un meuble. L'objectif n'était que militaire ou scientifique. Puis l'ordinateur est arrivé dans le monde professionnel. On a commencé à avoir un ordinateur par professionnel, par utilisateur. L'ordinateur déjà commençait à se rapprocher de nous. Mais encore de manière plutôt impersonnelle, puisque l'objectif n'était que purement professionnel. Puis l'ordinateur est rentré dans le foyer. Dans un premier temps, uniquement un ordinateur pour l'ensemble des habitants du foyer, et aussi a fait un petit bond pour approcher d'autres moments de notre quotidien, celui des loisirs, celui des jeux vidéo. Et on voyait comment, de plus en plus, l'ordinateur qui se rapprochait de nous. Ensuite, l'ordinateur est devenu portable. Au lieu de rester uniquement dans le foyer, à la maison, il suivait nos mouvements, il suivait nos déplacements dans notre quotidien. Et l'ordinateur devenait un peu plus personnel, puisqu'il y avait un ordinateur par utilisateur. L'évolution qui suit, vous la connaissez tous, c'est celle du smartphone. Un ordinateur, un être vraiment personnalisable et transportable, qui nous suit tous les jours, au quotidien, à n'importe quelle heure. L'autre petite évolution dans l'ajout du smartphone et dans ce rapprochement entre l'homme et la machine, c'est l'ajout de capteurs, pour enregistrer nos informations, pour apprendre de nous. Parce qu'au final, nous voulions d'un assistant, d'un être qui nous ressemble et qui nous aide. Mais pour nous aider, il doit nous connaître. Et il faut donc qu'il enregistre nos informations, qu'il apprenne de nous. Par rapport à ça, nous avons encore fait une dernière évolution, c'est celui des wearable technologies. Quoi de plus proche, de plus présent dans notre quotidien que les bijoux ou les vêtements? Là aussi, nous avons ajouté des capteurs pour enregistrer nos informations, pour encore une fois apprendre de nous. Parce que nos sens sont limités. Nous n'avons pas les moyens de mesurer notre position géographiquement, nous n'avons pas les moyens de mesurer notre vitesse. Par exemple, moi, en tant que coureur, connaître ma vitesse pendant mes entraînements, mes courses, est un élément majeur. Mais je n'ai pas mes sens qui me permettent de répondre à ça. Et l'ordinateur a pallié à cette solution. Avec le robot, nous avons voulu créer un corps, et pas un cœur, après. Un corps. Nous avons d'abord créé le robot, justement, pour répondre à nos besoins de muscles, à nos besoins de puissance, de vitesse. Nous avons voulu créer des nouveaux sens avec les capteurs, les objets connectés. Nous avons voulu créer un cerveau avec l'intelligence artificielle, les algorithmes. Mais si nous voulons créer un vrai être, quelque chose qui nous ressemble, qui soit proche des humains, ne manque-t-il pas quelque chose pour compléter l'être? Ne manque-t-il pas un âme ou un cœur? Une âme ou un cœur, pardon? Nous sommes des humains. Dans l'autre humain, dans l'autre être, nous attendons quelque chose de plus.
Nous n'attendons pas uniquement de l'accompagnement, nous n'attendons pas uniquement de la servitude. Nous cherchons aussi quelque chose de différent. Nous cherchons de l'interaction plus humaine, de l'interaction plus naturelle. Bref, nous attendons quelque chose que nous voulons tous chez l'être, c'est l'expérience. Mais alors, quelle expérience? Comment doit-elle se traduire? Est-ce que le chatbot est au final la meilleure des solutions? Est-ce que l'interface vocale est une solution unique? Est-ce la fin des interfaces telles que nous le connaissons? Je ne pense pas. Tout simplement car nous voulons plus, encore une fois. Nous voulons apporter plus de choses à notre expérience avec la machine. Nous voulons surtout définir qu'il n'y a pas une interface unique. Il y a des interfaces à des moments clés, une interface spécifique à des moments clés d'expérience entre l'homme et la machine. Certaines entreprises, comme Google, certains vont faire des bonds sur leur chaise, ont compris ça. Alors déjà par des manières, par des choses complètement habituelles, puisque le smartphone. Mais arrêtons-nous un instant. Depuis toujours, Sergey Brin et Larry Page, les patrons de Google, ont créé le moteur de recherche. Pensez-vous vraiment qu'il s'agit d'un simple moteur de recherche? N'ont-ils pas essayé de créer une intelligence artificielle? Un assistant? Comment marche une intelligence au final? Elle apprend d'elle-même, elle apprend des autres aussi par l'apprentissage. Le moteur de recherche référence les données, indexe les données des autres sites, des autres assistants digitaux, des autres services digitaux, comme un apprentissage réalisé par quelqu'un d'autre. Mais il apprend aussi d'elle-même. Elle apprend par les services de Google, comme Google Maps, pour apprendre tout ce qui touche à la géolocalisation. Elle apprend des échanges avec l'utilisateur, par Gmail. Bref, comme n'importe quelle intelligence. Refermons un peu cette parenthèse et revenons justement sur le concept de device et d'interface. Donc, dans un premier temps, Google est présent sur nos smartphones, via Google Now, qui est le pendant de Siri. Google Now qui est devenu justement Google Assistant. L'objectif de Google Now, à l'origine, était d'apporter la bonne information à l'utilisateur en bon moment, sans que l'utilisateur aille chercher cette information, justement. L'objectif, comme n'importe quel ami qui nous connaît, c'était justement de pouvoir conseiller l'utilisateur vraiment à un moment clé, sans qu'il n'ait à chercher justement ces informations. Google a aussi créé Google Home, pour pouvoir être présent dans des moments où nous n'utilisons pas forcément notre smartphone, dans le foyer. Non pas pour répondre cette fois à un utilisateur en particulier, mais à un ensemble d'utilisateurs. Un ensemble d'utilisateurs qui partagent la même expérience. Au final, Google Home devenait comme un nouveau membre du foyer, auquel nous parlons comme nous parlons avec d'autres humains, avec lesquels nous parlons aussi comme notre famille, nos amis. Bref, une interface unique à des moments spécifiques. Alors bien sûr, nous n'avons pas tous les moyens de travailler sur des projets comme Siri, Amazon Alexa, ou Google Assistant, ou Google Now. Quelle solution pour des projets un peu plus simples? Des choses un peu plus, tout à fait, que nous pouvons travailler de manière beaucoup plus simple, par exemple sur des sites. Prenons le cas justement d'une application média. Ah oui, il y a un petit saut de personnalisation, c'est pas grave. Application média. Jusqu'à maintenant, l'utilisation d'une application d'actualité, c'était aller dans des catégories, dans des tags pour suivre l'actualité. Pourquoi ne travaillerons pas, nous, sur une seule interface, un flow, communication entre deux humains? Le contenu s'adaptant au moment, s'adaptant à l'humeur, au caractère de l'utilisateur, à la bonne actualité. Le but, avec les algorithmes et les algorithmes d'aujourd'hui, tout ce type d'application est simple. L'application va apprendre des lectures de l'internaute, va apprendre des lectures de l'utilisateur et pourra fournir une application beaucoup plus simple et beaucoup plus assistée. Google, comme Apple, travaille énormément sur le ton justement de leur assistant. Fini les voix de robots, les voix comme on trouve dans les pubs ou dans les films de science-fiction. L'objectif là, c'est de créer une vraie communication, comme n'importe quelle interaction humaine. Mais nous ne voulons pas d'une communication platonique. Nous voulons autre chose. Nous sommes sensibles à l'humour, nous sommes sensibles à la tristesse partagée, à l'autorité. Nous voulons peut-être de ce coach numérique qui soit dur avec nous quand nous manquons de motivation. Au contraire, qui soit plus doux à d'autres moments, qui dépendent de notre caractère. Bref, encore une fois, il faut que le compagnon numérique soit empathique. Il doit être sociable. On va s'arrêter justement sur deux exemples qui sont plutôt simples à mettre en place. Pour ceux qui ne connaissent pas IKEA Place, il s'agit de l'application d'IKEA de réalité augmentée. Là, nous n'allons pas parler de réalité augmentée. Quand vous installez pour la première fois l'application IKEA Place, vous avez, comme souvent dans les applications, un petit guide d'utilisation de cette application.
Là, pas de lecture, pas de texte classique, mais comme sous la forme d'une discussion, comme si nous avions personnifié l'application, pour parler avec des phrases teintées d'humour, teintées de simplicité, mais comme si c'était deux humains qui parlaient entre eux. Ce petit chatbot, au final, qui n'est pas vraiment un chatbot, mais plutôt une simple discussion de l'application, reste présente pendant toute l'utilisation justement de l'application. Un autre exemple qui me tient à cœur, c'est celui de Jibo. Jibo est ce qu'on appelle robot social. Pour ceux qui ont vu justement la conférence ce matin d'interaction avec les robots, et de construction des robots et justement d'intelligence artificielle, Jibo a été créé par une ancienne du MIT, une spécialiste des animatroniques. Pour ceux qui ne connaissent pas les animatroniques, ce sont des automates qui sont très avancés, qui servent principalement pour les films dans les effets spéciaux ou par les parcs d'attractions, comme à Disneyland Paris, et qui sont censés représenter les interactions humaines et animales. Donc l'interaction qui s'est faite, la conception qui a été prévue pour Jibo, n'est pas centrée autour de l'intelligence artificielle, même s'il en possède une, ou autour des fonctionnalités, mais des interactions, de la manière de bouger de Jibo, la manière d'interagir avec l'humain. Donc pendant sa phase de crowdfunding, il y a quelques années déjà, il n'y avait pas trop de concurrence au niveau des robots sociaux, et beaucoup de voix du digital, de professionnels du digital se sont levés pour dire qu'ils n'avaient rien de nouveau, qu'ils n'avaient rien d'innovant. Au final, ils faisaient la même chose qu'un smartphone d'aujourd'hui. Interaction, notification, reconnaissance vocale, reconnaissance faciale, bref, la même chose qu'un smartphone. La vraie innovation, et ce n'est pas une innovation technologique, c'est une innovation d'expérience. Et c'est ça qui différencie justement Jibo par rapport au reste. Résumons. Nous avons créé un être qui nous suit dans toutes nos activités, qui enregistre toute notre expérience, et cela afin de mieux nous connaître. Pourquoi mieux nous connaître? Pour mieux nous servir, pour mieux nous accompagner, mieux nous aider. Pour certains, il s'agit d'un coach, même pour d'autres, un ami, un nouveau membre de la famille. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons appris à utiliser l'informatique. Maintenant, les choses changent. C'est l'ordinateur qui apprend de nous. C'est l'ordinateur qui apprend à communiquer avec nous. Grâce à cette interaction, grâce à cette manière de communiquer beaucoup plus humaine et beaucoup plus naturelle, nous n'entendrons plus « je suis nul en informatique, je ne sais pas utiliser l'informatique ». L'objectif, justement, ce soit l'informatique qui apprenne de nous et sache s'adapter à l'utilisateur. J'espère, grâce à ça, que nous arriverons à réduire la fracture numérique. Et justement, nous pourrons nous dire qu'il y a une meilleure utilisation des machines. On parle souvent, justement, de ces générations qui sont nées au milieu des machines parce qu'elles savent les utiliser, elles sont nées avec. Moi, je pense que les machines, justement, s'adapteront à ces générations. Elles sauront les utiliser, bien sûr, ces générations, parce que la machine se sera adaptée à elles. Une dernière chose. Ces dernières années, nous, spécialistes de l'expérience utilisateur, tentons de montrer que l'innovation passe par l'expérience. Je pense qu'avec le rapprochement entre l'homme et la machine, il est clair que la vraie révolution et la vraie innovation sera vraiment l'expérience. Merci.